Planète Marché, on se pose la question, quelle nouvelle donne économique mondiale après cette élection surprise, finalement pas tant que ça, que de Donald Trump. Les experts sont avec nous en plateau. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne, un cabinet de CGP, vos spécialités macro, économie, géopolitique, marchés globaux et actions. Bienvenue à vous. 7 jours tout rond après l'élection de Donald Trump. Un petit commentaire déjà, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné, notamment la réaction sur les marchés, en très résumé, très positive aux États-Unis, et puis on le voit encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment un petit peu la débandade ou grise mine sur les marchés européens. Igor Demac. La tendance avait été déjà initiée avant l'élection même de Donald Trump, puisque les marchés avaient fait ces paris, les fameux Trump Trade. Donc là, c'est l'accélération. En plus, on a une communication qui est déjà très, très agressive, très, entre guillemets, volontariste de la part de l'administration américaine. Donc on est surpris, non. Tous les flux se dirigent vers les États-Unis, tous les flux se dirigent vers le dollar. Oui. Donc on empathie, puisque nous, on est toujours un marché, entre guillemets, de tourisme financier pour la plupart des investisseurs anglo-saxons. Et aujourd'hui, avec la politique de Trump, c'est difficile de conseiller aux clients et aux investisseurs de ne pas être sur les États-Unis. L'Europe qui, on a l'impression quand même souvent, que ce soit sur les normes, les réglementations, peut-être sur une certaine politique, c'est vrai, à contre-courant, une politique monétaire se tire un peu des balles dans le pied. Oui, et les balles dans le pied, on se les tire depuis tellement longtemps. Notamment, je prends l'exemple français, mais on a aussi un point mort d'efficacité économique qui est très élevé. On est une économie très rigide. Et là, ce qui pêche en fait dans la zone euro, c'est que c'est le moteur même, le couple franco-allemand, qui marche pas bien. Alors que les pays de la périphérie du Sud ont fait un travail assez conséquent. Les pays d'Europe du Nord, qui ne sont pas forcément dans la zone euro, mais qui sont accrochés à la zone européenne, fonctionnent bien. Mais ce sont des petits, entre guillemets, pays par rapport à l'importance du couple franco-allemand qui dysfonctionne de manière institutionnelle. On a eu la dissolution qui aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui, et on a une coalition qui s'est fracassée. Donc on mélange à peu près tous les problèmes en Europe, et notamment un problème de gouvernance, qui est ce qu'on a dit, de manque de cohérence entre en fait un pays qui contrôle la monnaie, l'Allemagne, et puis la France, qui se relance toujours de la même façon, en faisant des chèques et en stimulant la demande purement domestique, sans améliorer sa compétitivité, son industrie, et finalement ça débouche sur des dettes abyssales, et avec des taux qui, je le partage complètement, étaient beaucoup trop élevés par rapport à l'environnement de consommation, à l'environnement du marché immobilier, et on a gardé ça tellement longtemps, mais on voulait être rigoureux. Résultat, on n'a pas de croissance. Et on a une épargne gigantesque. On voit le consommateur américain, c'est le consommateur qui a le moins d'épargne. Pourquoi ? Parce qu'il alimente. Il fait tourner la machine en permanence. Bien sûr, et c'est pour ça que ça marche. Alors que pourtant, ils ont quand même beaucoup moins de filets de protection, notamment sociale. C'est assez étonnant. Tout va se déployer, évidemment, à partir de janvier, l'investiture. On a l'impression même que c'est un peu comme les annonces de la politique monétaire ou des banques centrales, que l'annonce même crée déjà un électrochoc, que les gens vont s'y préparer, ils ne vont pas attendre, évidemment, l'investiture, à savoir si ça sera à 40, 50, 60, 80, 100% au niveau des tarifs, c'est-à-dire des tarifs douaniers, des hausses. Je pense que le monde va réagir à tout ça, que ce soit la Chine ou on l'espère également l'Europe. Oui, réagir, mais tant qu'on ne connaît pas la sauce à laquelle on va être mangé, c'est un peu la formule de notre président carnivore et herbivore. Bon, dans la savane africaine, l'éléphant, c'est un herbivore, et il fait peur au lion. Donc, il ne faut pas non plus... on a des atouts, on a des industries, on a une plus grande zone de consommation au monde, en termes d'habitants et de capacité, plus grosse épargne. Donc, il faut jouer là-dessus, mais je reviens d'ailleurs sur l'épargne. En maintenant les taux très élevés, la BCE a organisé ce cash sweep des épargnants vers la finance au détriment des actifs de production. Nous, on a surfinancé un secteur immobilier pendant des années, et maintenant on le sous-finance. Donc il y a plein de mesures à prendre, mais il faut juste un peu de courage politique et surtout d'union. Parce qu'en fait, c'est la désunion en Europe, à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de chaque pays, et on l'a bien vu avec la fin de la coalition en qui crée le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes sur notre capacité à nous relever. Et peu importe qu'on soit pro ou contre Trump, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est d'unir, électoralement tout au moins, son pays, et c'est pour ça qu'on est tous tétanisés maintenant, parce que effectivement, les États-Unis, ils ont tout.
Ils ont tout. Et même tout. Mais est-ce qu'ils ne donnent pas là aussi politiquement un certain populisme? On a vu que voilà, sur le terreau, ça a quand même bien fonctionné. On rappelle donc les deux grands thèmes, on vient de les évoquer. Un pouvoir d'achat, défense du pouvoir d'achat. Immigration, ça ressemble quand même fort à des programmes qu'on voit un petit peu partout en Europe. Ouais, mais partout dans le monde, parce que si vous interrogez un hindou, il ne va pas vous dire qu'il a envie d'avoir des Pakistanais qui reviennent au Rajasthan. Donc je crois quand même que la notion d'enveloppe, de pays, de nation, de culture, après toutes ces années de globalisation, il y a un petit peu un retour de bâton. Hein. Si la Chine veut faire revenir Taïwan dans son giron, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Le pouvoir d'achat, de toute façon, c'est maintenant la métrique de toute société de consommation libérale. Hein. Il n'y a plus d'autres projets, entre guillemets. La démocratie, dans la plupart des pays, les nôtres, entre guillemets, occidentaux, on l'a atteint, même si elle est assez imparfaite. Donc oui, c'est des revendications qui sont, à mon avis, partagées par même des pays en Afrique, même s'ils partent de plus loin, et pour des gens très gâtés comme nous, parce qu'on en voit toujours plus. C'est vrai que le vouloir d'achat. On manque un peu d'utopie. À un moment, c'est vrai qu'il y a eu le progrès aussi technologique, on pourrait même s'enthousiasmer. C'est une nouvelle technologie qui arrive, mais pas forcément. Il n'y a pas de rupture technologique au sens du moteur à explosion, de l'électricité, ou du feu, ou de la roue. Bon, ChatGPT, non, c'est pas... C'est pour moi pas un moteur de rupture technologique. C'est une avancée, c'est une prolongation d'Internet, mais c'est pas une avancée. Mais voilà, quand on regarde les dépenses IT, elles sont sur le même rythme de croissance qu'il y a les 10 dernières années. Donc c'est une évolution. Mais Internet était une rupture. Mais l'IA me semble moins une rupture. Ouais. D'ailleurs, on a eu une bulle, mais pas aussi grande. Et nous, on est resté à côté, justement. Nos deux grandes erreurs, c'est la non-numérisation. Et puis le Covid, il y a eu une fracture, puisque les services non marchands et marchands étaient beaucoup plus préparés aux États-Unis. Alors, non-numérisation, pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même qu'on a adopté massivement dans les us et coutumes le télétravail, la visio. Oui, mais ceux qui fournissent les outils, c'est les Américains. Même effectivement, cette intelligence artificielle qui arrive, bon, tout le monde commence peu ou prou quand même à regarder ce que c'est, à voir à l'utiliser. Bon, j'espère qu'on continuera à faire des émissions entre nous, évidemment, avec des humains et non des avatars. Néanmoins, vous avez raison. C'est vrai que on est passé à côté, l'Europe est passée à côté de ces grands enjeux, et c'est étonnant dans la mesure où on a aussi des talents, on a des cerveaux, mais on n'arrive pas à passer le cap et à créer comme ça l'équivalent des GAFAM. Je dirais que les deux secteurs où on est vraiment très en retard, c'est celui-là, la technologie, et la santé. Sur les autres secteurs industriels, qu'on prenne l'Allemagne, la France, on a à peu près tout, l'énergie, il y en a en Italie, il y a Total, il y a Eni. Mais vraiment sur ces deux secteurs qui sont clés pour l'humanité, pour les pratiques de l'humanité, on est, pas absent, mais on est très très loin derrière. La technologie, c'est sûr, on n'a que des petites sociétés de semis, mais sinon on n'a aucun grand réseau. On n'a aucun grand fabricant de téléphones, de réseau télécom, maintenant c'est terminé. Donc. On a raté le coche. Oui, mais parce pour avoir que la prochaine révolution technologique de l'industrie, en tout cas en France. Pas trop en Italie, encore en Allemagne, mais bon, l'automobile, l'électrification, on l'a un peu raté. Mais reste à savoir si on ne va pas revenir aussi. Hein, c'est pas encore tout à fait. Pour moi, le jeu n'est pas fini. Alors on peut se poser la question effectivement des secteurs aussi qui vont être les plus impactés. On en a couvert quelques-uns effectivement. Voilà, un des fleurons en tout cas chez nous c'est le luxe, et le luxe souffre depuis quelques mois. Ferrari peut-être secteur à part, c'est un peu comme les montres de luxe, les supercars. Ils sont devenus le premier marché de Ferrari. Oui, d'accord. Bon, on voit bien ça aussi même chez des valeurs comme ça. C'est sûr que là où il y a le plus d'argent maintenant, c'est les États-Unis. Ça reste un quart du PIB mondial. C'est très punitif pour l'utilisateur de la voiture. Si on regarde tout ce que rapporte une voiture à l'État, que ce soit au niveau de l'essence, que ce soit au niveau du parking, de la contravention, en fait, on a vraiment dissuader les gens d'avoir des voitures. Et donc, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que, les voitures coûtent de plus en plus cher à cause de l'électrification, et deux, en fait, dans un budget d'un ménage, une voiture, c'est aujourd'hui très compliqué. Sauf quand on en a une, on ne peut pas rouler. Ouais, sauf qu'en province, on ne peut pas vivre sans voiture. Ouais. Et aux États-Unis, on ne parle même pas de supprimer la voiture. Même s'il y a Tesla, il y a aussi des grosses voitures polluantes. Le pétrole est loin d'être enterré, sans mauvais jeu de mots. Oui. Est-ce que justement, un petit aparté, la COP29 à Bakou, c'est pas le signe justement d'un renversement un peu après le tout écolo, après peut-être des bons sentiments, on a beaucoup parlé de ESG, on revient aux fondamentaux, voilà, au pétrole.
à la voiture qu'ils consomment, peut-être pour favoriser aussi un petit peu le Midwest américain avec ses gros 4x4, c'est un peu l'image d'Épinal, mais ça compte. Igor Demac. Oui, je ne saurais pas répondre au futur de l'automobile. Est-ce que c'est pas un signal Si, Bakou, l'Azerbaïdjan, c'est un producteur. Voilà. C'est là où il y a un Grand Prix de Formule 1 aussi. Donc il y a plein de symboles. Et puis c'est un pays avec qui on entretient des relations, en tout cas en Europe ou en France, assez tendues. Donc oui, c'est un symbole. Mais mon point de vue, c'est que l'électrification, elle a été faite comme souvent en Europe d'ailleurs, par la norme, par la punition et sans prendre en compte le fait que pour changer un système de production à l'échelle mondiale, aussi technique qu'une chaîne automobile, en fait, il fallait beaucoup plus de temps. Il fallait beaucoup plus de temps parce que là, on a créé un choc dans une industrie qui emploie énormément de personnes. Bon, là, on va avoir des licenciements un peu partout. Et puis, on a aussi pensé que les gens pouvaient acheter des véhicules à 50, 60, 70 000 euros avec une durée de vie de batterie et une technologie qui n'est pas encore tout à fait stabilisée. Ouais. Et ça, c'est aussi un pari technologique qui me semble être très risqué. Enfin, on le voit aujourd'hui, qui met à mal vraiment notre industrie. On n'a pas du tout eu les infrastructures électriques. Ça a été fait beaucoup mieux aux États-Unis. Ils ont d'abord maillé le territoire. Bon, il y avait peut-être qu'un constructeur aussi. Mais, et puis, ils font cohabiter les deux modes de transport. Donc, le moteur à explosion, ça reste aujourd'hui la source d'énergie la plus efficiente pour le transport. C'est vrai. Est-ce que justement du côté de l'énergie, où là on vient de renouveler nos centrales, en tout cas les réparer, on en a eu cruellement besoin il y a quelques temps avec la crise énergétique, on a vu qu'il était temps, c'est quand même un asset en tout cas pour la France et même pour l'Europe. Est-ce que la France a deux grandes industries, c'est tout ce qui est lié à l'aéronautique et l'aérospatial, enfin l'aéronautique, et tous les secteurs liés à l'énergie. Donc ça, on a encore ça. Est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu sur ces secteurs ? Là, le secteur a pas mal dirété, pas mal baissé, le pétrole est bas, donc même si Total n'a pas tant baissé que ça par rapport au prix du pétrole, mais ça reste pour moi des entreprises qui se sont bien gérées, avec des cash flows assez visibles, qui se sont quand même aventurées dans l'aventure renouvelable. Je pense aussi de manière cosmétique, pour plaire, mais je crois que c'est un secteur qui est à regarder, qui est toujours à regarder. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans les marchés, 25 ans qu'on me dit que le pétrole, c'est fini, qu'il ne faut plus acheter des valeurs pétrolières. Et ça fait quand même des années que c'est bien d'en avoir portefeuille, ça paye du dividende. Et puis, vous avez parfois des phases de hausse avec le prix du pétrole. On avait l'habitude de dire que Total montait jamais avec le prix du baril et baissait avec le prix du baril. C'est plus tout à fait vrai. Donc, c'est vrai. Je pense que c'est un secteur intéressant, en tout cas, à entourer avec ce qui s'y passe là en ce moment. Je voulais faire un petit point également sur, puisqu'on a beaucoup parlé effectivement des valeurs, des actions, côté obligataire, dans la constitution d'un portefeuille. On a vu que finalement ces taux, il y a deux salles, deux ambiances, on va dire. Du côté des États-Unis, ça reste très très haut. Sur l'Europe, c'est en train de baisser et ça risque de continuer. Enfin, il le faudrait, on a compris en creux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à investir sur l'obligataire ? Qu'est-ce qu'on dit aux clients en ce moment, qui se pose sa question ? Est-ce qu'il faut bouleverser complètement son allocation ? Ou finalement, Kamala Harris, Donald Trump, ça ne change pas fondamentalement la donne avec ce qu'on s'est dit, États-Unis en tête, Europe plus compliqué. Malheureusement, je le disais avant, c'est les deux faces d'une même pièce. Les Américains pensent toujours à eux avant. Et peut-être même les démocrates plus que les républicains, même si les républicains sont toujours plus vocaux. En tout cas, l'interventionnisme démocrate n'est pas toujours très bon pour l'Europe. Donc de toute façon, nous on a nos problèmes. Ça ne dépend pas uniquement des autres. Alors on aime bien pointer les autres, mais on a nos problèmes. Après, l'épargnant européen, il a le choix, il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. C'est clair qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'actions américaines et d'actifs en dollars, c'est un peu risqué. Alors après, c'est la proportion. Oui. Mais nous, on leur conseille de mettre à ce moment-là des actions avec des thèmes un peu spécifiques. Par exemple, small et mid cap américaine, qui est un thème, vous avez vu, le Russell 2000 a bien bondi après l'élection de Trump. Donc, pour ne pas aller dans des choses qui ont déjà très bien marché, Nasdaq, S&P, ou alors, si on veut faire de la tech, on peut prendre des ETF sur la cybersécurité. Voilà. Essayer de travailler un portefeuille américain, je suis d'accord sur les taux, puis les taux courts sont toujours très intéressants. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les flux du monde entier vont vers la zone dollar. C'est parce que, en tout cas, l'argent rapporte beaucoup. Il y a de la rémunération sur les obligations et sur les actions, ça se passe pas si mal. C'est que ce qui marche dans le capitalisme, c'est la croissance.
Et c'est la seule zone, il y en a. Donc en tant qu'épargnant, c'est difficile d'être dans une zone. Alors on peut arguer de l'argument de valorisation, ce qu'on fait toujours en Europe, value, mais sans croissance, les entreprises ne peuvent pas créer de valeur ajoutée. Il n'y a pas de BPA, il n'y a pas de croissance du BPA. Donc voilà. Malheureusement, aujourd'hui, il faut avoir des actions. Enfin, malheureusement. Il faut être exposé aux États-Unis. Il me semble, même si c'est haut, même si ça me paraît un peu difficile de leur dire. Même après plus 30% sur le Nasdaq, oui, on continue à y aller. Picking, c'est-à-dire choisir des choses qui sont encore en retard. Les small sont encore en retard. Les larges non liés à la tech sont encore en retard. Donc, il faut essayer d'être capté là où il y a de la valeur. C'était Planète Marché avec deux invités du jour, Igor Demac, Vital Épargne, Alexandre Aizé du groupe Richelieu et Nicolas Gutzmann, financière de la Cité. Merci messieurs, on se retrouve très prochainement, mais tout de suite c'est l'heure de Marché à thème.